It's time one of us touches the sign of dismay. I still have a dream. Juridiquement, la Palestine n'existe pas comme État. Elle compte une portion de territoire près de la Méditerranée. La Palestine englobe la bande de Gaza, qui s'étend sur 360 km² où s'entassent un peu plus d'1 million d'habitants. Elle est administrée par le Hamas, mais subordonnée au contrôle de l'armée israélienne. Elle inclut également la Cisjordanie, contrôlée par le Fatah. Sa superficie est de 5800 km², incluant plus de 2 millions d'habitants encerclés par les colonies juives. Selon l'ONU, sur une population palestinienne mondiale estimée à 8 millions, y compris les Arabes d'Israël, plus de 4 millions sont des réfugiés. Terre promise et terre sainte du peuple juif et chrétien, terre sacrée de l'islam, la Palestine présente une importance majeure au sein des grandes religions monothéistes. La population palestinienne est à 97% musulmane sunnite. Dans l'émission Dissidence, nous accueillons Franck Bara, l'un des coordinateurs du tribunal Russell sur la Palestine de 2008 à 2014. Il est également à l'initiative de l'association Palestine Legal Action Network. Bonjour et bienvenue à Dissidence, deuxième émission de l'Alter-JT. Dans cette émission, nous recevons Franck Bara, coordinateur du tribunal de Russell sur la Palestine, co-auteur avec Noam Chomsky et Tapé sur la Palestine, Palestine État de siège et en anglais On Palestine, co-auteur également avec Ken Loach, Défier les récits des puissants aux éditions indigènes. Vous l'avez compris, on va évoquer la Palestine, le tribunal Russell. Franck nous dira où en sont les démarches du tribunal. Ça fait depuis un moment que c'est en cours. Et puis, évidemment, on parlera de l'autorité palestinienne, comment ça se passe, quelles sont les perspectives devant les Palestiniens. Y a-t-il possibilité d'un règlement pour en finir avec l'occupation israélienne? Bonjour Franck Bara. Bonjour. Première question, qu'est-ce qui, personnellement, vous a emmené à entrer dans ce long combat pour la Palestine? C'est difficile à expliquer en un mot. Je pense que c'est quelque chose qui s'est passé à long terme, en fait, par étapes. Je sais que s'il y a un déclic en essayant de réfléchir, ça a été peut-être le 11 septembre, en fait. Pas l'événement lui-même, mais la façon dont les médias ont traité le sujet. Et sur la diabolisation des musulmans à ce moment-là, le fait qu'Israël, par exemple, s'est énormément servi du 11 septembre pour dire « on vous l'avait dit », Arafat, Bin Laden, c'est la même chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé de plus en plus à lire donc des bouquins sur la géopolitique, sur l'impérialisme, le colonialisme, et je suis vite tombé sur la Palestine, en fait, comme si tous les chemins menaient à Jérusalem. Et donc je me suis de plus en plus engagé avec des associations sur la Palestine. J'étais à Londres à cette époque-là. Et petit à petit, voilà, ça a amené. Mon premier voyage s'est déroulé en 2007. Et ça a été un peu le point de non-retour, en fait. Jusqu'à ce moment-là, j'étais actif, mais je faisais autre chose à côté. Genre un boulot pour vivre, on va dire, qui me prenait 80% du temps. Et à partir de mon voyage en Palestine, quand je suis revenu, j'ai décidé de faire tout mon possible pour vraiment donner tout mon temps quasiment à la cause palestinienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Palestine pendant ce voyage pour qu'il y ait ce point de non-retour? En fait, je pense que j'avais beaucoup lu comme sur la Palestine, j'avais vu des films, des documentaires, etc. Mais je pense que tant qu'on n'y est pas allé, on n'arrive pas à vraiment comprendre la gravité de la chose, en fait. Et en étant présent là-bas, déjà, en fait, comme la plupart des gens qui y sont allés le savent, j'ai reçu un tel amour de la part du peuple palestinien, un tel, le bienvenu, le sens du bienvenu était tellement incroyable, en fait, que ça m'a vraiment touché. Et après, voir ce qu'ils subissent, en fait, moi, quand je suis parti en 2007, malgré que j'avais beaucoup lu, quand je suis parti, j'avais encore cette appréhension, parce qu'on a tellement été lobotomisés sur le kéfier, c'est un terroriste, les Arabes,
j'avais un peu peur quand même. Alors que je connaissais des Palestiniens, je suis parti en 2007. Bon, mes copains me disaient attention en rigolant aux terroristes. Mais au fond de moi, j'étais pas rassuré non plus. Je me suis dit, ah, je suis un Européen, les prises d'otages. Et en arrivant là-bas, j'ai découvert un peuple qui m'a et qui nous a, parce qu'on était plusieurs, ouvert les bras et qui subissent des choses complètement absurdes. C'est presque absurde en fait. Voilà. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand je vais raconter ce que j'ai vu à mes parents, à mes amis, ils vont me dire, mais tu sais de la science-fiction ce que tu racontes. Alors que non, c'est pas. Genre le fait que par exemple au camp de réfugiés à Laïda, qui est près de Haïda, pardon, refugee camp qui est près de Bethléem, il y a des soldats qui sont dans leur tour là, qui s'amusent alors que des enfants jouent au foot à tirer sur les enfants. Ça paraît pas compréhensible incroyable. pour quelqu'un Ouais. ici, mon père, ma mère, ça leur paraissait. Mais pourquoi? Et leur expliquer que un, ils s'ennuient, deux, mettez des mitraillettes des M16 à des petits de 18 ans et dites-leur que ceux qui sont là-bas qui jouent au foot, c'est des chiens, des sauvages, bah, ils s'amusent à tirer dessus. Comme nous, on joue au paintball, eux, ils s'amusent. Non, il y a des choses tellement incroyables qui sont passées sur place que quand je suis revenu, je me suis dit, c'est pas possible. Et ça donnait aussi la légitimité, en fait, d'y être allé. Parce que jusqu'à présent, quand on parlait, et les opposants, on va dire, disaient, mais moi je suis israélien, je connais le pays, j'y suis allé, qu'est-ce que vous pouvez en savoir, vous n'y êtes jamais allé. Donc une fois qu'il y est allé, et puis j'avais passé du temps en Israël aussi, c'était plus facile pour moi de les contredire, en fait. Et de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur le terrain Bien sûr. au quotidien Ouais. pour les Palestiniens. On va revenir sur le tribunal Russell sur la Palestine. Vous en êtes le coordinateur. Où en sont les démarches depuis le lancement? Ok, alors le tribunal s'est lancé, on a commencé à travailler dessus. J'étais pas au tout départ. Ça a commencé à Paris et Bruxelles, vraiment, avec des gens qui avaient été impliqués dans des luttes complètement diverses, inclus sur la Palestine depuis des années. Moi, je suis arrivé en 2008, donc un an ou deux après, pas les travaux, mais la pensée sur le tribunal avait commencé. Et l'idée du tribunal, c'était vraiment de faire, puisque rien ne se passait au niveau des institutions, au niveau officiel, que nous, les peuples, on avait le droit de dire, voilà, on va utiliser la loi qui est la loi pour tout le monde, créer un tribunal qu'on a nommé un tribunal des peuples, mais ça fonctionne pareil, il y a un jury, il y a des experts, il y a des témoins qui viennent à la barre s'expliquer sur certains points du sujet de la Palestine, en fait. Donc on a eu 4 sessions en tout, une à Barcelone qui parlait des complicités de l'Europe, une à Londres qui parlait des complicités des multinationales, une en Afrique du Sud où là on a repris le problème plus ou moins à la source, où on parlait d'État d'Israël comme un État d'apartheid, qui divise vraiment deux peuples, et qui donne certains droits à un peuple et qui enlève des droits à l'autre. Et on a terminé par une session aux États-Unis qui se penchait sur le rôle des États-Unis et des Nations Unies. Parce que l'idée du tribunal, donc, c'était pas de dire est-ce qu'Israël est coupable. L'idée du tribunal, c'était de dire Israël est coupable, ça c'est fait, il y a je ne sais plus combien de résolutions des Nations Unies qui le disent. Mais si Israël est coupable, qui lui permet à Israël de continuer de faire ça en toute impunité? Qui lui donne des armes, qui lui donne de l'argent, qui lui assure une sorte d'impunité diplomatique? Donc on voulait voir le rôle des États tiers, des institutions aussi, pour aussi après dire aux gens, voilà, c'est pas un problème à 4000 km entre juifs et musulmans, c'est un problème qui vous touche à vous aussi, parce que le gouvernement d'Hollande vend des armes à Israël, parce que les États-Unis leur donnent 3 milliards de dollars tous les ans, donc c'est à vous aussi de faire quelque chose. Et aussi parce qu'ils utilisent systématiquement le droit de veto au Conseil de Bien sécurité sûr, pour ouais, bloquer les... Et c'est ça la véritable impunité. Exactement. Et ça en est où donc aujourd'hui? Alors Ça les en fait travaux un point sont finis, on s'était dit depuis le début qu'on ferait ces 4 sessions, on a eu une session de clôture en 2013 à Bruxelles, on a eu une session extraordinaire qu'on n'avait pas prévu de faire, mais qui s'est passée en août 2014, oui, sur Gaza, sur la guerre à Gaza, et les travaux sont terminés.